je vais vous raconter comment j'ai rencontré mon éditeur. J'étais au téléphone, en train de parler avec lui. Je ne le connaissais pas comme éditeur, mais comme journaliste, au point. Je savais qu'il était éditeur, et on parlait. Je marchais sur le boulevard Saint-Germain, à Paris. Et tout à coup, il me dit « Je suis obligé de te laisser parce que je suis au Chili, sur une piste de ski, et ma fiancée m'attend en bas de la piste. » J'étais un peu surpris parce que je ne connais personne qui va skier au Chili. Et je lui dis « Pourquoi tu skis au Chili ?» Il me dit « Elle possède une partie du Chili, mais elle m'attend en bas des pistes. Je te laisse. » Je continue et j'arrive à la hauteur de la rue des Saints-Pères et je le vois traverser le boulevard Saint-Germain. Il me voit et il fonce vers moi et il me dit « Mon cher Alexandre, si tu as plus confiance en tes yeux qu'en ma parole, nous ne pouvons plus avoir de rapport de confiance. » Je lui ai dit tout de suite « Je crois que je suis en train de rencontrer mon prochain éditeur. Est-ce que, quand tu reviens du Chili, est-ce que tu peux me donner un coup de téléphone ?» Il m'a dit « Je te promets, dès que mon avion se pose à Paris, je t'appelle de l'aéroport. » Et il est reparti sur le boulevard. J'ai tout de suite eu la sensation, la joie, d'être en face de quelqu'un qui ne raisonnait pas dans le cadre. D'être en face de quelqu'un qui, dans sa vie, était imaginatif, qui ne respectait pas les règles. Normalement, quand on est pris la main dans le sac, on est mal à l'aise. On ne fonce pas vers la personne pour lui dire une phrase pareille. Et j'ai tout de suite senti qu'il était donc un inventeur. Je n'ai jamais cru qu'il y avait plus d'inventeurs chez les auteurs, chez les artistes, dits artistes, que chez les pharmaciens, les enseignants, les industriels. Je crois qu'il y a des gens qui sont dans l'invention et que l'invention, c'est avant tout une manière d'être. Il y a des éditeurs qui sont dans l'invention. Celui-là est dans l'invention. La dernière fois que je l'ai surpris comme ça, la main dans le sac, j'entre chez Grasset, il a son bureau derrière un angle, et je l'entends qui parlait avec un auteur qui avait déposé un manuscrit, qui s'étonnait qu'on le lui rende sans la moindre note. Et je l'entends répondre « Je suis allé lire votre manuscrit dans le désert et il n'y avait aucun crayon. » Donc cet homme est dans l'invention. Il y a des biques dans le Sahara. Et j'ai peuplé toute ma vie d'inventeurs. Je viens d'écrire un livre sur 3 d'entre eux, qui s'appelle « Mes 3 zèbres ». C'est Guitry, Charles de Gaulle et Casanova. A priori, ils n'ont rien à voir, si ce n'est qu'ils ont inventé leur propre vie. Ils ont toujours raisonné en dehors du cadre, en se donnant naissance à eux-mêmes. C'est comme ça que j'aime la vie. C'est comme ça que je l'envisage. Et comme on vit dans un pays absolument en fin de parcours, c'est comme ça qu'il va falloir faire vivre à nouveau le pays, puisqu'on doit le recommencer, d'une manière ou d'une autre. Alors, Guitry, vous croyez connaître l'auteur, vous avez peut-être vu ses films, ou vu ses pièces, mais son œuvre centrale, c'est sa vie. C'est son mode de vie, sa façon d'être. Il y a mis infiniment plus de création que dans ses créations apparentes. Il n'a jamais raisonné dans le cadre, dans sa propre vie. Elle a été constamment mise en scène. Si sa femme le trompe, hop, il écrit une comédie sur un mari trompé. Il monte la pièce immédiatement au théâtre avec les meubles de son salon. Il fait jouer le rôle de la femme par la femme et il engage le véritable amant. Ce qui fait qu'il se retrouve avec le type qui saute sa femme le soir sur la scène de théâtre, avec l'espoir de la récupérer dans la pièce. Il vit comme ça, et toute sa vie est construite comme ça. Si vous regardez son œuvre cinématographique, elle a cette puissance de création parce qu'il est comme ça, parce qu'il vit comme ça. Parce que la création, c'est avant tout une manière d'être. Et si vous regardez de très près le cinéma de Guitry,
vous verrez qu'il a changé de langage cinématographique à chaque film. Quel grand metteur en scène aujourd'hui fait ça? Personne. Les gens recyclent leur langage, de film en film. Guitry invente la voix off au cinéma, avec le roman d'un tricheur. Si vous voyez un jour le fabuleux destin de Désiré Clary, vous verrez un film de Guitry qui est joué au début par Jean-Louis Barrault, et je ne sais plus quelle actrice, qui joue Bonaparte. Bon, il n'y a pas de générique. Au bout de 3/4 d'heure, vous voyez Guitry qui rentre dans le cadre et qui dit à Jean-Louis Barrault, « Jean-Louis », il ne l'appelle pas Napoléon, alors qu'on a vu Napoléon. « Jean-Louis, vous êtes d'accord que Bonaparte devient un jour Napoléon? C'est pas le même homme, pas le même corps. Est-ce que vous voulez bien dégager du film? Je vais prendre votre place. » Il change le casting au bout de 3/4 d'heure et il envoie le générique. Tout le cinéma de Guitry est comme ça. Vous avez des situations où ils sont coincés et tout à coup Guitry dit aux acteurs, alors qu'ils jouent un personnage, au bout d'1h15 de film, « Mais on va s'en sortir. Je suis l'auteur du film. Je vais vous tirer de là. » Tout est possible à l'intérieur du monde de Guitry. Et si vous regardez le fonctionnement de Gaulle, en réalité, il se donne naissance dans un livre, en 31 ou 32, qui s'appelle Le fil de l'épée. Ce n'est pas un homme politique qui naît en se faisant élire. Il naît dans un livre, en décrivant la manière d'être qui va être absolument nécessaire pour sauver la France. Personne ne le lit, c'est tiré 800 exemplaires. Mais l'acte fondateur est dans un livre, dans un moment de création. Et en fait, à chaque fois que vous le verrez ensuite parler du général de Gaulle, en fait, il fait référence toujours au personnage du livre. Et il évolue dans un roman. Et dans son roman, il y a des choses qu'on peut faire et qui sont infiniment plus larges que dans le roman des gens qui habitent dans le cadre. Ce qui fait que quand il y a un effondrement de la France, tous les gens qui ont des moyens, Noguès tenait le Maroc, Darlan tenait la 2e flotte du monde, etc., etc., etc. Tous ces gens, ils ont des moyens, mais ils sont dans le cadre. Et dans le cadre, il n'y avait plus de solution. Lui, il sort du cadre, va à Londres et dit « On ne va pas faire une légion française pour aider l'armée britannique, on est la France ». Ce qui est un concept très bizarre, absolument romanesque. Mais ça marche parce qu'il est son roman. Donc Churchill le croit puisqu'il est dans le roman. Et que lui-même habite dans un roman. Donc il rencontre un autre zèbre, un autre créateur. Il signe un accord, et là vous avez un phénomène inouï, financier. La France libre, comment ça a été financé? Par une avance consentie par la Banque d'Angleterre, appuyée sur l'accord entre Churchill, l'Empire britannique et la France libre, c'est-à-dire 8 personnes au début. Et quand De Gaulle va à la banque, l'Anglais lui dit « On ouvre le compte à quel nom ?» Et il dit « Au mien ». L'Anglais lui dit « Mais vous n'allez pas prendre en nom propre les dettes de la France ?» Il dit « Si ». Et le plus étonnant, c'est que le type ne rit pas. Et ils le font. Et en fait, la France libre a marché pendant 4 ans sur un compte en banque dont la signature physique était au nom de Charles de Gaulle. Et quand il revient à Paris, fin août 1944, les Anglais ne demandent rien, n'imaginaient même pas que les Français libres rembourseraient. Ils raclent les fonds de la Banque de France et ils remboursent. Puisque dans son roman, on paye ses dettes. C'est même pas dans la réalité, puisque les Anglais ne demandaient rien. La France est encore occupée, l'Est de la France n'est. Et dans son roman, tout est hors cadre. Ce qui fait qu'on peut être un Français et donner du pouvoir à des Québécois. Parce que dans l'histoire québécoise, c'est un homme considérable. Mais il n'est pas élu par les Québécois. Il s'est donné l'incarnation d'un principe. Il est l'homme qui sait dire non. Et il m'a semblé que des gens comme ça, des zèbres, c'est-à-dire qui raisonnent hors du cadre, toutes les époques en produisent. Il doit bien y en avoir une solide quantité dans cette salle. J'ai commencé, bien que j'ai les romanciers, Jean-Michel le disait, j'ai une vie associative. Il y a des années, j'ai monté énormément de programmes associatifs.
Beaucoup ont tourné autour de la préoccupation scolaire, de l'enseignement. Mais il y en a un très gros, c'est effectivement lire et faire lire. On est 14 000 aujourd'hui. Et on s'occupe de centaines de milliers d'enfants. On parie sur le lien intergénérationnel entre les retraités et les petits, sur la magie de ce lien affectif, pour transmettre le plaisir de la lecture, en faisant des ateliers, souvent à l'heure de la cantine, et on complète en fait ce que les familles ne font pas. Et ça s'articule formidablement avec l'action enseignante des enseignants. On a raisonné hors cadre. On aurait très bien pu faire un parti politique, essayer de devenir ministre de l'Éduc, engager des réformes. On a préféré activer des ressources dormantes qui étaient en dehors du cadre, puisque mes 14 000 bénévoles ne font pas partie du cadre et du CNAT. On a juste élargi l'image pour aller voir où étaient les ressources. Et depuis que je suis engagé là-dedans, je rencontre une foule de zèbres, de gens qui se prennent en main et qui activent des ressources ou qui les créent. Et la vraie raison de ma présence, c'est que, vous le savez tous, fin mai, il va y avoir une situation politique tout à fait hors norme dans notre pays. On va se retrouver devant nos télés et ce qu'on sait va devenir visible. Alors que pour l'instant, tout le monde le sait, mais notre système médiatique et de représentation collective fait encore écran. Parce qu'en réalité, on ne sait pas comment penser ce qui va nous arriver. On va se retrouver avec un parti d'extrême droite très probablement loin devant, avec la démonstration dans les urnes, je parle du 25 mai, du deuxième tour des européennes, avec la démonstration que la droite classique n'arrive plus à récupérer la colère de la rue, ce qui est quand même un événement considérable. En fait, on ne sait pas très bien comment penser un pays dans lequel un événement pareil arrive. Et puis, on va se retrouver avec un parti présidentiel qui sera ou troisième, et très probablement quatrième parti français, derrière les centres orange. On ne sait pas comment faire marcher la Ve République comme ça. Et vous savez comme moi l'ampleur des révoltes qui se sont accumulées depuis 6 mois. Révoltes que je connais personnellement. J'ai passé pas mal de temps avec ces gens. Ils ne reculeront pas. Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas. Donc on va avoir un moment historique très bizarre. Personne ne sait comment réagiront les marchés financiers si les peuples européens envoient des partis anti-Europe massivement au Parlement européen. Personne ne sait. Jusqu'à présent, il y a une accalmie, on nous prête de l'argent à bon marché. Mais le contexte, en réalité, on ne sait pas. Alors une idée m'est venue, et c'est la vraie raison de ma présence ici. Je suis venu vous demander de l'aide. Parce que j'ai, depuis un certain temps, passé du temps à réunir des zèbres, des gens qui se prennent en main, des gens qui réparent le pays tout de suite, des gens qui remettent par terre tout le paradigme politique classique. Toute notre vie politique est construite autour de l'idée de promesse, du marché de la promesse. Vous avez des candidats qui arrivent et qui disent « si je suis élu, je promets de faire ça ». Plus personne n'a confiance. Donc je me suis dit comment on pouvait raisonner autrement et sortir l'action politique du marché de la promesse. Le deuxième point qui fait dysfonctionner radicalement notre vie publique, c'est qu'on a des élites politiques qui accèdent au pouvoir successivement et qui disent à chaque fois « on va faire à votre place ». On est très malin, on va mettre des gens formides dans nos cabinets et on va voter des super lois et on va faire à votre place. C'est un schéma qui a l'air d'avoir du mal à continuer à fonctionner. Le troisième point qui me
qui me sidère, c'est que les gens qui se présentent, à chaque fois, fondent leur crédibilité sur leurs compétences et leur crédibilité. Mais ça ne marche plus, puisqu'en réalité, le discrédite absolument partout, quoi. Et le quatrième point qui est complètement fou, c'est que tous les partis fonctionnent par des grandes lois, plutôt que par des actions. Dès que vous avez un ministre qui veut agir, il court au Parlement et il fait voter une loi, en pensant que la loi va agir. Et ces 4 points, le marché de la promesse, faire à votre place, fonder la crédibilité sur la compétence supposée, et agir par la loi, je me suis demandé comment on pouvait sortir de ce cadre-là, puisque ce cadre aboutit à un fiasco général qui va nous péter au nez fin mai. Et donc je me suis mis à rencontrer des gens qui sortaient de ces 4 points. C'est-à-dire des gens qui ne promettent rien et qui font tout de suite. Des gens qui ne font pas à votre place, mais qui font avec la population. Des gens dont le crédit ne repose pas sur une compétence, mais sur un passage à l'acte. Et des gens qui ne raisonnent pas par des lois, mais par des pratiques. Et j'ai commencé à les fédérer. Et c'est là où je vais avoir besoin de vous. Je vais vous citer 3 exemples pour que vous compreniez ce que ça donne en pratique. Et c'est de l'imagination pure qui a permis ça. Il y a une petite dame qui est adjointe au maire dans une petite commune du Vaucluse, qui s'est rendue compte, elle dirigeait les crèches, et elle s'est rendue compte que les gens de sa commune avaient une très mauvaise couverture maladie. Ils n'avaient pas les moyens de se payer une mutuelle correcte. Elle a fédéré les gens de sa commune, 240 familles. Elle leur a fait signer un mandat de négociation collective. Elle est allée discuter mettre en concurrence 15 mutuelles. Elle a négocié un tarif et une couverture d'enfer, et elle a donné une couverture maladie à toute sa commune. Le Front National est mort dans sa commune. Parce qu'il y a un avant et un après Madame Debu. Elle est passée à l'acte, elle n'a rien promis, elle a fait, et elle a gagné une crédibilité fondée sur de l'action. Je vous jure qu'elle est très, 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 très crédible dans sa commune. Parce qu'elle rembourse les lunettes. Et puis les gens qui avaient déjà une mutuelle, qui ont adhéré à son système, ont fait une économie entre 450 et 1 700 € en budget annuel. En gros, elle a payé leurs impôts locaux. C'est une femme politique de premier plan, même si elle vient d'une toute petite commune de 5 000 habitants, de moins de 5 000 habitants. Cette femme est en train de faire des petits. En France, il y a plein de communes qui sont en train de se demander s'ils ne vont pas basculer dans cette logique de mutuelle de proximité. Avant que la loi qui vient d'être votée sur les mutuelles entre en application. C'est une femme qui a introduit une rupture. Ce qu'on a fait avec Lire et faire lire, c'est du même ordre. On n'a pas attendu une solution qui viendrait d'en haut. On a activé des ressources. On est passé à l'acte, autour d'une pratique simple, mais des retraités, entre 4 et 6 enfants, fait des ateliers de lecture pour essayer de fabriquer une nation de lecteurs. Pour l'instant, on n'est que 14 000, mais un jour, on sera 50 000, et on aura gagné. Parmi les gens que j'ai commencé à rassembler, il y a aussi un type absolument hors norme, qui a décidé que les gamins dans les cités et dans le fond de nos campagnes, où il y a un déficit culturel colossal, auraient des bibliothèques dans leur chambre. Il a fondé une maison d'édition qui vend chaque année 4 millions d'exemplaires à 80 centimes, des livres pour enfants, hors marché du livre, sans que personne à Paris s'en soit rendu compte. Ce type est beaucoup plus puissant que le ministre de la Culture, puisqu'il gouverne, en créant une entreprise. Il gouverne.
Alors, je ne vais pas tous les développer, mais pour l'instant, j'en ai 12 de cette trempe qui règlent des problèmes de santé, des problèmes de sécurité, des problèmes qui correspondent à chaque ministère, en réalité. Et ce sont des gens qui gouvernent déjà. Ils n'ont pas eu besoin de passer par la case élection, par la case promesse, par la case loi. Ils sont passés à l'acte. Et ils ont un crédit monumental, parce qu'ils font déjà. Donc ils sont crédibles. C'est-à-dire qu'ils ont la qualité centrale que la classe politique n'a pas. Personne ne fait crédit aujourd'hui à un politique, sauf peut-être localement, les maires, parce qu'ils passent à l'acte, justement, parce qu'ils font des trucs en face de chez vous, quoi. Eh bien, le mois prochain, il va y avoir une plateforme qui va sortir et qui va fédérer ces zèbres. Et qui va permettre de donner des outils à la population française pour qu'elle se prenne en main. Cette plateforme, un de mes rêves, c'est qu'elle agrège les autres faiseurs, les gens qui passent à l'acte, les gens qui ont du crédit. Ça va sortir dans le courant du mois prochain, c'est en cours de fabrication. Vous, ici, vous êtes des gens qui allez passer à l'acte dans vos vies, sinon vous ne seriez pas là. J'ai besoin de votre aide. Quand cette plateforme va sortir, aidez-moi à la populariser sur la toile. Ce qu'on peut réussir par la toile, avant on n'avait pas la toile pour faire ça. Aidez-moi à faire en sorte que ce pays se prenne en main. Avec des outils très concrets, vous verrez comment ça sera structuré. Ça permettra à la population de participer un tout petit peu, beaucoup ou énormément. On n'a pas tous la même disponibilité, le même enthousiasme, la même folie. Aidez-moi à repérer les zèbres, les gens qui raisonnent hors cadre, qui passent à l'acte. La grande ligne blanche qui fait que les gens vont rentrer dans le système ou pas, c'est le passage à l'acte. La pratique. Qu'est-ce qu'on fait lundi, à quelle heure? Vous lisez une foule de choses sur la toile. Quand vous les repérez, envoyez-les nous. Envoyez-les nous. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore visible sur la toile, il y a juste mon compte Twitter. Quand vous voyez des gens qui gouvernent déjà, qui ont déjà pris le pouvoir, qui sont déjà garants de la France. Je dis la France, peut-être que les pratiques viendront d'ailleurs, d'Allemagne ou de... peu importe. Mais on a besoin d'opérateurs en France. Je voudrais qu'on aborde la crise qui est devant nous fin mai en ayant un endroit où se seront rassemblés les gens ayant du crédit, des pratiques efficaces et ayant eu le talent de faire participer la population pour qu'elle se prenne en main. Il est possible que vous me preniez pour un fou. Je n'ai pas vu de meilleure solution pour l'instant. Si vous en avez de meilleure, j'ai essayé personnellement de faire bouger les partis politiques, de les faire passer à l'acte. Ça n'a pas marché. Il me semble qu'on a une chance historique inouïe, nous n'avons pas de sauveur. Il n'y a pas d'homme providentiel en France. C'est un coup de bol phénoménal. Ça veut dire que la société civile va devoir devenir adulte. Ça veut dire qu'on va devoir cesser, sortir de la croyance, sortir du cadre, de la croyance qu'on peut tout déléguer. Ça ne peut pas marcher dans une société sophistiquée, dans une démocratie avancée. On ne peut plus tout déléguer. Et je suppose qu'ici, il y a beaucoup de futurs entrepreneurs ou de gens qui se conduiront comme tels au sein de structures. Aidez-moi. Ça va être très difficile à faire. On va y mettre autant de création que j'en mets dans mes romans, que Guitry en a mis dans sa vie. On va essayer de raisonner radicalement hors cadre. Et donc, quand
j'ai appris que vous faisiez cette Imagination Week au moment où notre pays s'apprête à valdinguer, donc à se recommencer, je me suis dit, tiens, je vais leur dire oui. Je vais dire oui à Jean-Michel. Parce qu'il me semble qu'on ne pourra pas refabriquer ce pays sans votre génération. C'est évident. Il me semble aussi que dans les périodes de recommencement, ce ne sont jamais les élites traditionnelles qui montrent l'exemple. Aucune n'est venue à Londres en juin 40. C'était plutôt des gens de votre âge qui sont venus. Des gens qui n'avaient pas encore grand-chose à perdre. Si vous regardez l'âge moyen des Français libres, on est plutôt autour de votre âge. Dans la réalité, ça s'est passé comme ça. Avec quelques vieux monsieur très savants qui rédigeaient des textes. Mais le gros de la bande avait plutôt votre âge. Ce n'est pas par pudeur que je ne décris pas ce que les 12 font. C'est parce que, comme je sais que c'est enregistré, je voudrais qu'il y ait un énorme effet de surprise au moment de la sortie de la plateforme. Parce que ça va représenter un potentiel de puissance absolument colossal, mais de vraie puissance, au sens de pouvoir faire, puisqu'ils font déjà. Ils ne promettent pas qu'ils vont agir, ils font, ils font. J'ai un compte Twitter, Alexandre Jardin. On annoncera ça sur mon compte. Et puis vous en entendrez parler à la télé, à la radio, un peu partout, sur la toile. Mais je vous demande d'agir, c'est-à-dire de ne pas juste regarder. C'est-à-dire faire savoir que cet outil existe et surtout le nourrir. Aidez-nous à trouver les faiseurs, les zèbres, les gens qui raisonnent hors cadre. On va faire un do tank. Compte tenu de la gravité de la situation, les think tanks, c'est très sympa. Mais ça ne me paraît pas le moment. On est entré dans le moment du passage à l'acte. Mais un do tank, ça suppose d'avoir beaucoup de doueurs, de faiseurs. Voilà, je ne sais pas, j'aime pas regarder ma montre, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Allez. Merci beaucoup, Alexandre, et d'avoir sauvé le temps des questions-réponses, qui était exactement le moment qu'il fallait. Donc, on va passer les micros pour... La première, il y a déjà une question, ça va. J'allais me lancer, mais c'est bon. Bonsoir, Gérard. Comment rejoindre vos clubs de lecture pour lire les enfants? Sur le site lireetfairelire toutattaché.org. Ça a lieu partout en France? Partout, dans les 100 départements. C'est structuré partout maintenant. Plus ou moins, selon les zones. À Paris, on a 800 bénévoles. Dans la Marne, on a 40% des écoles. À Paris, c'est un tiers des écoles, en gros. Il y a des départements où c'est moins développé, mais ça marche partout. On avait un gros point noir avant qui était Lyon. Maintenant on est fort à Lyon. Et dans l'imbécilité de la réforme des 4 jours et demi, on en profite. On profite y compris des fautes. On profite de tout. C'est la base. On a 15 à 20% des enfants qui ne maîtrisent pas bien la lecture à l'entrée en 6e. Je me fous de savoir si ça s'est aggravé ou pas. Ce que je sais, c'est que le marché du travail s'est durci. Donc, en fait, c'est un luxe, l'échec scolaire, qu'on ne peut plus se payer. Et je ne pense pas qu'il y ait un complot des profs pour faire échouer les enfants. Donc, il va bien falloir qu'on élargisse le cadre pour activer des ressources qui, aujourd'hui, sont dormantes. Et comme on a des générations de baby-boomers qui partent à la retraite, on va activer leurs ressources pour les mettre en ligne. Voilà. lireetfairelire.org.
Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec vos ministères réels? Vous souhaitez coordonner les initiatives, les talents? On souhaite que ce soit un formidable accélérateur. C'est-à-dire que la population sur la toile, on va proposer aux gens qui viendront sur le site des modes d'action, de participation extrêmement concrets pour accélérer l'action de ces gens qui font déjà. Si on arrive à accélérer lire et faire lire et à passer plus rapidement de 15 000 de 14 000 à 50 000 bénévoles, on ira plus vite vers la construction d'une nation de lecteurs. Beaucoup plus vite que si on fait voter une loi au Parlement. Donc, dans chaque département, si on arrive à construire de plus en plus de mutuelles de proximité, sur le modèle de Madame Debu, dans un très grand nombre de communes, on va accroître le nombre de gens qui bénéficieront de tarifs qui aujourd'hui sont objectivement des tarifs d'une économie oligopolistique où tout le monde se partage le fromage. Je dis ça parce que j'ai vu la marge de négociation de cette Madame Debu. En gros, le prix moyen a été divisé par 3. Pas de 5-10%, par 3. Ça donne une... Or, la mutuelle qui a signé n'était pas une œuvre de bienfaisance. C'est une mutuelle qui doit respecter des équilibres économiques, etc. Donc, et puis, je sais également que partout où on développera, où des élus locaux développeront le système de Madame Debu, je sais que le FN reculera. Parce qu'on le voit. On le voit sur place. Quand les démocrates règlent pour de vrai les problèmes des gens, les extrêmes se résorbent. Mais ça suppose des passages à l'acte. Il y a plein de gens, il y a plein de démocrates d'extrêmement bonne volonté, mais souvent ils ne sont pas aussi créatifs que cette femme. Donc ça va être un énorme accélérateur. Et puis, plus ça va devenir populaire, plus s'imposera à la classe politique le fait qu'il va devenir de plus en plus difficile dans ce pays de gouverner sans nous. C'est-à-dire sans donner du pouvoir à la population, à travers des outils extrêmement concrets. Alors, si je dis ça de manière théorique, on ne m'écoute pas. Si on le fait pour de vrai, ça va s'imposer par le terrain. C'est la vie qui va l'imposer. Et ce qui me réjouit, moi, c'est qu'on va passer d'un marché de la promesse qui est dépressif à un marché de l'action tout de suite, qui est jouissif, qui est jubilatoire. Les gens avec qui je collabore aujourd'hui sont en pleine forme. Je n'ai pas affaire à un pays dépressif. Le pays qui fait va très bien psychiquement, puisqu'il convertit ses frustrations en action. Donc plus on va augmenter la masse de Français qui basculent, qui arrêtent de râler devant leur télé, quoi, et qui basculent dans une action, plus vite on va basculer dans une société positive, quoi. Ça n'a pas été simple de trouver des gens extrêmement performants. Le type qui vend ses millions de bouquins hors marché du livre à 80 centimes, il a remis par terre tout le schéma. Parce que pour arriver à vendre un livre pour enfants à 80 centimes, il fallait être l'éditeur, il fallait casser tout le système, le distributeur distribuer soi-même, le libraire soi-même, vendre en bas des tours avec des camionnettes. Il y a tout un savoir-faire qui s'est développé, mais qui aboutit à... C'est génial, son truc. Et alors, le comble du comble, c'est qu'il y a 2 ans, il vient me voir, désespéré. Et il me dit, je fais du profit. Je dis, malheureux. Et il me dit, mais beaucoup de profit. Je n'avais pas du tout prévu ça. Mais il me dit, mais j'ai trouvé une solution. Alors, je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est un ahuri qui vit de chagrin d'amour en chagrin d'amour, qui n'aime rien de ce qui s'achète. C'est un espèce de neveu de Rameau, type complètement improbable. Et il me dit, j'ai trouvé une solution. Je vais acheter un château. Je dis, pourquoi tu veux acheter un château? Il me dit, c'est fait. Viens le voir, j'ai acheté un château. Tous ces gamins, il faut qu'ils aillent en vacances quelque part. Et je lui ai dit, mais ils vont venir dans ta maison? Je dis, oui. Et il me répond, oui. Il me dit, j'adore être dérangé.
Et effectivement, c'est un souk noir, c'est hallucinant chez lui. Il y a des déferlantes de gamins partout. Mais cet homme gouverne. C'est un des plus grands ministres de la culture que la France ait connu. Et ce qui est drôle, c'est qu'il ne se rend même pas compte de son génie. En fait, ça va fonctionner comme une sorte de gouvernement civil pour que les gens se prennent en main. Je ne sais pas très bien dans quoi ça va nous faire basculer collectivement en France, mais ce qui est sûr, c'est qu'on y va. Mais on ira plus vite si vous nous aidez, vous. Je ne sais pas combien vous êtes dans cette salle, mais si vous retweetez, si sur vos pages Facebook, vous parlez de cette plateforme au moment de son lancement, ça sera un accélérateur. Bonjour, monsieur Larnain. Oui. Oui, j'avais une petite question. Voilà. Vous ne pensez pas qu'en France, justement, cette inertie du passage de la pensée au passage à l'acte est due au poids de l'échec qu'on fait peser sur les personnes qui, justement, essaient de faire quelque chose et essaient de passer à l'acte? Bien sûr. Mais on va quand même gagner. C'est-à-dire, bizarrement, les gens que je suis en train de rassembler ne font pas la une des JT. Alors que ceux-là accumulent les victoires. Mais des vraies victoires, pour de vrai, quoi. Donc, culturellement, vous pensez que le fait de passer systématiquement à l'acte et le fait d'avoir ces zèbres, justement, qui vont nous aider à passer à l'acte, oui, ça va changer toute notre mentalité, en fait? Je pense que ça va engager une révolution culturelle. Je le pense vraiment. Je ne pense pas qu'on puisse le faire dans les pays qui ne sont pas arrivés au terme de leur système. Mais il n'y a pas beaucoup de piétons en France qui pensent réellement que l'état dans lequel nous sommes actuellement va durer encore 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a une maturation de la population et il y a une maturation des révoltes. Par curiosité, essayez de contacter des gens, si vous connaissez en Bretagne, des bonnets rouges. Discutez avec eux. Vous verrez bien qu'ils ne reculeront jamais. En fait, ils ne coopèrent plus du tout avec la globalité du système. Un des leaders me disait au téléphone, il me disait, à Paris, vous êtes tous fous. Vous croyez qu'il y a une différence entre les normes et les impôts? Je dis, ben oui, c'est quand même pas la même chose. Il me dit, si, dans un compte d'exploitation, c'est la même chose. Il me dit, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui, cette année, pour des mises aux normes, vont dépenser plus d'argent en devis, les devis de mise aux normes, ça va coûter plus d'argent que l'impôt. Il me dit, vous payez beaucoup d'impôts? Je dis, oui, oui, beaucoup. Il me dit, si je vous faisais payer la même somme et un peu plus, en plus, vous seriez dans la rue ou pas? Je dis, oui, il y a des chances. Il me dit, ben nous, on y est. Nous, on y est. Donc, en fait, vous avez des pans entiers de la population qui ne peut plus fonctionner au sein de ce système. C'est pas parce qu'ils sont de mauvais poils, c'est que pour de vrai, ils ne peuvent pas, quoi. Demandez à un directeur de santé équestre s'il peut encaisser une augmentation de la TVA qui passe de je sais plus, de 5,5 à 20. 15 points. Tout son équilibre économique est par terre. Il ne peut pas. Donc vous avez des pans entiers de la population qui en réalité ne peuvent plus fonctionner dans Demandez par exemple ce qui se prépare en ce moment au sein de France Télévisions. Vous allez voir, ça va sentir le bonnet rouge, là, dans les mois à venir. Et en fait, vous avez portion du pays par portion, vous avez des situations qui ne sont plus tenables. Donc il y a bien... on ne va pas pouvoir vivre dans un pays où tout le monde va être contre tout. Il faut bien qu'il y ait des gens qui soient pour quelque chose. Eh bien, ce qui me plaît, moi, avec ces faiseurs, c'est qu'ils sont pour quelque chose, quoi. Ils construisent.
Il y a un domaine que vous devez mieux connaître que moi, dans lequel j'aimerais que vous puissiez chercher. Tout le monde des couveuses d'entreprises, tout ce qui favorise la création d'activités. Si vous pouviez les rabattre vers nous, il y a des gens qui passent à l'acte, des écoles qui passent à l'acte, mais pas que des écoles. On est déjà extrêmement fourni dans tous les programmes de retour à l'emploi. On a trouvé des gens qui font des trucs absolument incroyables, à très grande échelle, dont la presse ne parle jamais, qui ont des savoir-faire, des pratiques absolument étonnantes. Mais si vous pouviez réfléchir à cette sphère-là, puisque bien évidemment, il va falloir qu'on recommence à cracher beaucoup de profits dans le pays. Il faut qu'on refabrique beaucoup de valeur. Si la population pouvait aider ces gens-là, très concrètement, vous verrez sur le site tous nos modes d'action pour soutenir. Mais je suppose qu'ici à l'ESSEC, vous devez être en première ligne sur ces questions-là. Trouvez-nous les meilleurs. Les gens qu'il faut aider. Ceux qui savent véritablement, pour de vrai, favoriser l'éclosion de nouvelles boîtes, de nouvelles technologies, etc. Je sais, on sait tous qu'il y en a plein. Mais les bons, ceux en qui vous avez confiance, quoi. Ceux qui ont vraiment des bons résultats, quoi. Ceux qui méritent l'aide du pays. Bonjour. Je ne vois pas où. Oui. Pardon. Vous avez employé les termes de rupture, de fin de système, et du coup, quel devenir souhaitez-vous pour les ministères traditionnels? Est-ce que vous voulez, ou vous pensez que c'est possible que les ministères réels viennent se substituer à terme aux ministères traditionnels, voilà, enfin, le gouvernement civil? Est-ce que vous pensez que le gouvernement civil peut réellement prendre le pouvoir? Enfin, réellement, oui, mais je veux dire aussi politiquement prendre le pouvoir. C'est pas moi qui vais répondre. C'est l'histoire qui va répondre. Vous, personnellement, par exemple, là, on est dans un moment calme. Si réellement il y a une possibilité de prise de pouvoir par le Front National, en vrai, de sortie de la France de la zone euro, en vrai, qu'est-ce que vous ferez personnellement? Vous voyez bien que dans un contexte comme ça, si c'est vrai, quoi, vous allez reconfigurer toute votre pensée. Donc ce que j'ignore, c'est ce que ce groupe-là de gens feront si la question se pose. Mais on ne sait pas si la question se posera. Est-ce que ça sera juste une montée, une fièvre ou un vrai basculement? On ne sait pas. Donc je ne peux pas écrire le film d'avance. Parce qu'on n'en sait rien. Pardon, on va vous rendre le micro. C'était plus sur ce que vous vouliez, ce que vous désiriez, que vraiment... Enfin, je ne vous demande pas de prédire l'avenir, pas du tout, mais plus, est-ce que vous avez peut-être une idée ou est-ce que vous une volonté par rapport à ça? Un espoir, en fait. Je ne veux plus que dans une république moderne, on gouverne complètement à notre place. Ce n'est pas raisonnable. Ça ne permet pas d'atteindre les objectifs collectifs. Il est complètement fou de continuer à faire fonctionner des ministères avec des cabinets qui n'activent pas les ressources du pays et qui continuent à faire voter des lois. C'est déraisonnable. Et je parle devant quelqu'un qui a travaillé au cœur de ces systèmes et qui en connaît les inerties et qui en est devenu malade. Par moments... Parce que ça n'est pas vrai qu'on va pouvoir continuer. Il n'est pas vrai. Je prends un exemple très concret que je connais un peu mieux et qu'on connaît un peu mieux. Notre échec scolaire. Il n'est pas vrai que nous pourrons résoudre 100% du problème sans activer des ressources externes. Je vais vous prendre un exemple d'un système scolaire français qui marche plutôt mieux, qui ne dépend pas de l'éducation nationale, qui est le système des lycées agricoles, qui vit très en symbiose, qui vit hors du cadre, puisque
ils intègrent leur cadre professionnel, avec fierté d'ailleurs, parce qu'ils aiment leur métier. Ils sont fiers de leur truc. Vous avez une innovation assez spectaculaire dans un très grand nombre d'établissements. Ce sont des gens, le monde des lycées agricoles français a commencé à sortir du cadre depuis longtemps. Culturellement, ils y étaient peut-être plus près. Et puis, il y a eu cette originalité administrative qui faisait qu'ils échappaient à la grande maison. Mais ce que vous faites ici avec une Imagination Week, vous faites quoi? Vous élargissez le cadre. Je ne sais pas qui a parlé avant moi, qui parlera demain, mais c'est le principe. Donc, mon souhait profond, c'est qu'il y ait une grande réforme de fond, plus qu'une réforme institutionnelle. C'est une réforme de pratique, de rapport entre notre État et notre société. On a vécu jusqu'à présent dans un modèle qui dévitalisait la société civile en voulant faire à sa place. Ce système a vécu. Disons qu'il n'est plus raisonnable de faire sans le pays. Mais pour ça, il faut que le pays démontre son aptitude à faire. Et c'est pour ça qu'on les fédère aujourd'hui. Maintenant, plus profondément, est-ce qu'il peut y avoir substitution complète? Je ne crois pas que ce soit souhaitable. Il ne faut pas tout déléguer, mais il faut quand même déléguer. Il faut quand même déléguer. C'est quand même très pratique. Mais en tout cas, le système actuel est un système dépressif. Et qui déprime tout le monde. Acheter les journaux, allumer la radio, c'est super déprimant ce qu'on entend. Maintenant, il va y avoir l'événement historique inattendu, et quelque chose me dit, quand je tourne les pages des livres d'histoire, qu'il n'arrive que des choses totalement improbables. Le 11 septembre n'était pas prévu, le 10, etc. L'histoire humaine, l'histoire politique n'est constituée que d'événements qui, sur le papier, ne devaient pas arriver. Hollande a été élu. Ça devait être des SK. Souvenez-vous. La presse l'avait écrit partout. Le type va sauter une fille, et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé à New York. Souvenez-vous de votre étonnement, quand vous avez allumé la télé, vous avez vu ça, vous vous êtes dit, c'est vrai, c'est vrai? Ben oui, c'était vrai. Donc, ce que je sais, c'est que pour traverser les tempêtes, il faut des gens assez solides. Or, je vois, je distingue toujours, dans votre vie de boulot, vous allez le voir partout, il y a des gens qui tiennent leur pouvoir de leur fonction et des gens qui donnent leur pouvoir à la fonction. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont jamais les mêmes. Or, je vois bien que les gens que je suis en train d'aligner en ce moment et de rassembler sont des gens qui vont donner leur pouvoir. Personne ne les a nommés. La dame là, qui a créé sa mutuelle de village, quand elle est arrivée au conseil municipal et qu'elle a raconté son intention, il y a eu un blanc. Tout le monde lui a dit, mais enfin, est-ce que c'est le boulot de la mairie? C'est pas à nous de faire ça. Et elle a eu une réponse inouïe. Elle a dit ici, nous sommes garants. Une phrase charlienne, gaulliste, gaulienne. Nous sommes garants. Et tous les gus qui étaient autour de la table ont dit, on est garant de quoi? Elle a dit, si on a été élus, on est garant de notre population. Et donc elle s'est conduite comme un leader garant. Bon, mais c'est rarissime, les gens garants. Donc, en tout cas, ce que j'espère, c'est que cette aventure donnera de l'influence politique dans le débat français à cette nouvelle race de leaders. Bien, merci beaucoup Alexandre Jardin.